Donc avant de démarrer, je me présente brièvement. Pierre-Charles Vagré. Moi en fait je suis architecte réseau à la base. Donc je passe mon temps finalement à définir des grosses architectures, des data centers ou des choses comme ça. Et ce qui m'a amené à creuser un certain nombre de sujets qu'on retrouve notamment beaucoup dans les data centers, c'est-à-dire les SAN. Voilà. Les SAN. En fait, les SAN, méconnus par beaucoup, en fait. Ce sont des réseaux assez mystérieux, puisque c'est souvent des petites cellules qui opèrent les SAN au fin fond des data centers. La plupart des gens ne les voient pas. Et cette méconnaissance donne l'impression qu'ils sont sécurisés, magiques, bref, on pourrait mettre tous les adjectifs. Et en fait, on s'aperçoit quand on creuse un petit peu qu'ils pourraient être sécurisés, mais en général, ils ne sont pas du tout. Bon, ce qui est le cas de beaucoup d'environnements comme ça. En fait, ce qui les sécurise, ça va être plutôt le fait qu'ils sont complètement isolés, au fin fond du data center, pas accessibles, etc. Le seul souci, c'est qu'avec les tendances ces dernières années de forte consolidation, on se retrouve finalement à porter beaucoup plus de choses sur ce SAN, ou plutôt à mutualiser beaucoup plus de choses, et ils se retrouvent beaucoup plus exposés. Et c'est là que les menaces commencent à... il va falloir prendre en compte ces menaces pour les traiter correctement. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui sont familiers avec les SAN, mais de manière à ce que vous puissiez finalement profiter du reste de la présentation, je vais faire quelques rappels. Vous verrez finalement les SAN, c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, une fois j'aurai fait les rappels sur les SAN, on va regarder quelles sont les menaces auxquelles le SAN s'expose. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Vous verrez qu'il y a déjà pas mal de choses finalement dans la boîte à outils des architectes et des administrateurs SAN pour sécuriser tout ça, bon, même s'ils sortent jamais cette boîte à outils. Ensuite, on parlera brièvement de la convergence LAN-SAN. Brièvement parce qu'en fait, ça pourrait faire 1 heure ou 2 heures rien qu'en soi, ce sujet. Après, juste 1 minute sur les NAS pour bien voir un peu les différences et notamment d'exposition. Et ensuite, on passera, après quelques liens utiles, aux questions-réponses. Enfin, si vous avez une question sur un truc que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas au cours de la présentation. Enfin, comme le nom l'indique, le SAN, normalement, c'est le réseau d'accès au stockage. Ce n'est pas le stockage. Souvent, les gens, par abus de langage, incluent finalement tout, parlent d'ailleurs surtout du stockage en oubliant le réseau. Bon, là, je suis désolé pour ceux qui sont venus voir la sécurité des baies de stockage, je ne vais pas en parler. Je vais parler de la sécurité du réseau de stockage, le réseau qui transporte les trames de stockage. Donc le SAN, c'est quoi? C'est un réseau, en gros des switches, des câbles, et une couche de protocole pour transporter. Alors, bon, le stockage, c'est pas forcément du SCSI, mais en général, majoritairement, c'est quand même du SCSI, et notamment dans les réseaux de stockage qu'on trouve dans les data centers. Le réseau, c'est du FreeBroad Channel qui transporte du SCSI. Donc, c'est une hiérarchie un peu comparable au modèle OSI. On retrouve à droite un petit peu les différentes couches. Ça ressemble un petit peu à TCP/IP. C'est en gros les mêmes principes. Pour ceux qui veulent aller chercher, vous pouvez aller lire les normes. FC, BB, on doit être à BB5. La BB6 n'est pas encore sortie. C'est totalement illisible comme beaucoup de normes, mais c'est intéressant. Donc, rapidement, les SAN sont apparus le jour où ils sont aperçus que finalement acheter des disques pour chaque serveur et utiliser qu'un dixième des disques, c'était pas très... économiquement, ça perdait un peu de son sens. Donc ils se sont dit, allez, on va mutualiser les disques. Et au final, de cette tentative de mutualisation est venu les SAN. Ce sont des éléments incontournables du data center, mais ils sont invisibles, ils sont en arrière. En général, tous les serveurs, toutes les bases de données s'appuient sur le SAN. Tous vos ESX, les Hyper-V s'appuient sur le SAN. Donc on retire le SAN, globalement on perd le VSI. Ils hébergent aussi toutes les données confidentielles, les bases de données, toutes les données de l'entreprise sont sur le SAN. Donc finalement, quand on a accès au SAN, on a accès à tout. Les disques accrochés au serveur, où on voit aussi des NAS, donc Network Attached Storage, le disque avec un petit contrôleur et raccordé au réseau. Juste pour info, dans le monde IBM et Mainframe, on utilise d'autres termes. On utilise Ficon plutôt que FC, mais bon, globalement, c'est les mêmes technos. C'est oui. Les FC tirés à la session des normes 3E Non, c'est un organisme à part, en fait.
sur le stockage. C'est le SNIA, je crois. Storage. Ouais. Ça fait pas d'énormes, ça. Qu'est-ce qui a fondé ce truc-là? Bon. Ouais, c'est des standards utilisés par les constructeurs. C'est des référentiels industriels. Voilà. C'est bloquer le client dans C'est pas un organisme de normalisation qui fabrique ça. On peut peut-être pas les appeler de normes en tant que telles, effectivement. C'est plutôt voilà, des standards établis par les consortiums industriels. Merci beaucoup. Pour permettre l'interopérabilité. Juste un slide pour repositionner les différents modes d'accès au stockage. Donc on trouve le DAS que vous avez dans les serveurs, les SAN, et à droite les NAS. Là, ce qui est important là-dedans, c'est de voir que à gauche, on est en mode bloc, c'est-à-dire que finalement entre le disque, enfin ce qu'on va transporter, c'est des blocs de fichiers, c'est pas des fichiers en un seul morceau entre guillemets. C'est-à-dire que finalement le disque ou la couche qui est là, c'est même pas ce qu'il y a, je sais même pas si c'est le fichier Toto, Tata ou n'importe quoi, il transporte juste des clusters. Alors que dans le NAS, on change complètement l'approche et le système de fichiers en fait est redescendu du côté du stockage. Voilà. Juste un petit zoom sur SCSI parce que ça va servir après. On a dans le vocabulaire SCSI des initiateurs et des targets. Donc l'initiateur, c'est le client. Donc voilà. Donc là, c'est le serveur avec son driver SCSI qui fait initiateur. Et la target, c'est le driver ou le firmware SCSI du disque. On a exactement les mêmes termes en SAN. La baie est un target SCSI et la HBA du serveur est l'initiateur. SCSI, on peut le transporter de plein de manières différentes, hein, en FC, sur IP, avec ISCSI ou sur du câble cuivre, comme à l'intérieur d'un serveur. Alors, en fibre channel, on n'utilise pas des adresses IP, évidemment, on utilise des worldwide. Ça ressemble un peu à une adresse MAC. C'est unique par carte et par port de carte. À l'intérieur d'un réseau SAN, c'est plutôt utilisé comme un nom DNS. Et le FCID, c'est une adresse qui est attribuée dynamiquement et qui sert à router. Voilà. Donc tout le routage, ensuite, dans le routage, on ne gère que des FCID. Et on utilise un protocole de routage qui ressemble exactement au SPF, c'est du link state, qui va router les FCID. Donc globalement, FCID, c'est un domaine ID du switch. Donc le switch a une identité particulière, enfin un code. Et pour fournir l'adresse IP, enfin l'adresse FCID globale, on va prendre le nom du switch, rajouter un numéro d'air et un ID de machine. De cette manière, pour le routage, c'est simple. L'entête nous donne le numéro de switch, donc on cherche d'abord le switch, et une fois qu'on est sur le switch, on cherche la machine. Évidemment, vous aurez tous remarqué, si vous avez eu des problèmes de câbles défectueux sur un disque dur, que les OS supportent très mal la perte d'une trame, de la perte d'un bloc de fichiers quand il accède au disque. En général, ça finit par un écran bleu. Donc, dès lors, à l'intérieur d'un serveur, c'est assez rare de perdre une trame sur une nappe en cuivre. Maintenant, à travers un gros réseau qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres, on peut considérer que c'est un peu moins rare, surtout s'il y a des congestions, à partir du moment où on mutualise. Donc de ce côté-là, pour gérer ceci, les SAN, notamment Fibre Channel, ont intégré un principe qui s'appelle le buffer to buffer credit. C'est un peu comme le clear to send, ready to send dans les modems, c'est-à-dire je n'envoie une trame que si mon correspondant, en point à point, en face, me dit qu'il a un slot pour une trame. Voilà. De cette manière, on est sûr de ne pas créer de congestion. On n'en voit que quand il y a de la place. Alors, les topologies. Donc ça, c'est la topologie la plus courante. Hein, c'est une fabrique, c'est-à-dire en gros des switches. Voilà. Donc là, en général, on a deux fabriques pour la résilience, de manière à ce que si on perd une fabrique, on bascule automatiquement sur l'autre. Ce mécanisme se fait grâce à un driver qui est installé à la fois au niveau du serveur et au niveau de la baie, qu'on appelle le MP-IO Driver, Multipass IO Driver. C'est lui qui prend en charge à la fois la répartition de charge des flux entre les deux fabriques ou la bascule en cas de panne.
Bon, je vais juste donner un petit peu les termes des différents ports. F-port pour les F-port côté fabrique, N-port côté serveur. HBA, c'est juste une carte Ethernet. Hein. Enfin, c'est pas Ethernet, mais c'est l'équivalent de l'interface Ethernet. Bon, c'est entre deux switches. Donc ça, on va en parler tout à l'heure pour les cas d'attaque de reconnaissance. Et il faut savoir que le SAN, la fabrique SAN, embarque un certain nombre de services que sur nos réseaux IP, on répartit sur un certain nombre de serveurs. Notamment donc l'attribution des domain ID au switch, mais aussi au serveur, donc l'équivalent finalement d'un serveur DHCP. Le serveur de nom qui va donner en fonction du worldwide name, enfin worldwide port name qu'on cherche, le FCID, donc l'équivalent de notre serveur DNS en IP. Et le login à la fabrique, qui n'a pas vraiment d'équivalent dans le réseau Ethernet. Voilà. Alors, la connexion à la fabrique et à l'une, je vais passer vite. Hein. Donc, on a notre serveur avec sa HBA, le switch SAN, la baie en face, la baie fibre channel. Donc, le serveur s'authentifie, enfin, il ne s'authentifie pas vraiment, il se déclare en fait. Il se déclare sur la fabrique, il récupère un FC, il récupère une adresse dynamiquement, il s'inscrit dans l'annuaire de la fabrique, donc c'est déclaratif. Hein. C'est lui, il dit voilà, je suis worldwide name machin, donnez-moi un FCID, et voilà, je renseigne dans le name server. Ensuite, je fais une requête pour connaître toutes les targets disponibles, enfin, qui me sont disponibles. Donc là, il va demander au name server, liste-moi toutes les targets dans ma zone. On va voir ce que c'est une zone après. Et une fois qu'il a les targets, il va ensuite passer toutes les targets une par une, se connecter et demander tous les lunes. Donc il va faire des scans et ensuite il va déclarer tous ces lunes et les raccrocher finalement, enfin les présenter au système d'exploitation. Comme si c'était des disques locaux attachés sur la machine. Alors attention, parce que tout lune exposé, donc tout lune, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est logical unit number, enfin c'est un ID et c'est une sorte de disque virtuel. Un disque virtuel voilà. Parmi les disques dans les baies. Exactement. Donc du coup, voilà, tout lune, et le serveur considère qu'il est le seul à accéder et posséder le lune. Ça a des effets de bord parce qu'il y a certains OS, notamment comme Microsoft, qui ont tendance à dire « Oh, un disque tout neuf, il est pour moi, je mets ma signature dessus ». Donc quand il y a deux serveurs qui veulent y accéder, ça ne se passe pas très bien. Du coup, pour éviter que tout le monde voit toutes les targets et tous les lunes, on va utiliser le zoning et le lune masking. Le zoning, ça veut dire, on s'est fait au niveau de la fabrique, avec le zoning, on dit tel serveur a le droit de voir telle baie. C'est tout. Ça peut être soft ou hard, c'est-à-dire soit c'est voir ou parler, enfin bref, c'est avec du petit qui prennent en compte en hardware et qui filtrent même les tentatives de communication. Le lune masking, qui est fait en général au niveau de la baie, c'est juste dire, parce que vu que la baie elle héberge évidemment les disques pour 200, 300 serveurs, la baie elle va dire, eh ben, ce serveur-là, il a le droit de voir telle lune, et pas toute la liste des lunes que j'ai sur ma baie. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a déjà quand même des mécanismes de sécurité. Voilà, donc là j'ai fait un bref rapide rappel sur les SAN pour que vous puissiez mieux comprendre la suite. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe aux menaces? En pratique, ça s'administre comment? Alors ça s'administre comment? Le SAN, ça s'administre comme des switches classiques. C'est-à-dire interface web s'il y a une plateforme d'administration ou SSH. Voilà. Donc c'est vraiment du switching normal. Donc on applique les méthodes habituelles, port out of band. La différence c'est que ton fabricant il a toujours accès. Oui, potentiellement, si c'est raccordé ensuite, s'il y a un accès. Concrètement, par exemple, le zoning, là, Le zoning, ça se configure au niveau des switches. En fait, à la fin, j'ai quelques slides pour montrer un peu des lignes de conf. Donc, on pourra peut-être aller voir tout à l'heure, sinon il faudrait que j'aille faire les retours. Mais globalement, on déclare tout au niveau des switches. On va déclarer chaque identifiant, enfin, toutes les zones, quelles zones appliquer, on va déclarer, enfin, voilà. Tout ça, c'est au niveau des switches. J'ai une question, il y a beaucoup de mécanismes spécifiques au SCSI qui sont implémentés sur les switches. Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, est-ce qu'il y a des... Je répète la question pour l'enregistrement. Mécanique,
Des mécanismes spécifiques au SCSI. Le zoning, par exemple, est un mécanisme spécifique au SCSI, le MPIO driver. Sur les niveaux de transport. Oui, alors le MPIO driver n'est pas implémenté sur les switches par contre. Il n'y a que le zoning. Il n'y a que le zoning, puis effectivement il y a certains... La déclaration du serveur, et compagnie. Donc on trouve beaucoup d'éléments protocolaires de haut niveau. Tout à fait. Un élément de routage et de transport. Tout à fait. Sur Fiber Channel, on fait autre chose que du SCSI? Non. C'est vraiment dédié. Enfin, on peut encapsuler par contre des choses. Parce qu'on peut faire de l'IP sur Fibre Channel. C'est notamment utilisé comme overlay SAN, c'est-à-dire on peut faire de l'administration in-band par-dessus le SAN. Alors, c'est peut-être pas super intéressant d'utiliser des switches à des dizaines de kilos euros juste pour transporter de l'IP. Mais... Je voulais juste Ouais, savoir dans la salle qui utilise du SAN au quotidien. Un petit sondage, André. 4, 5. Soi-même ou Ils sont au fond. chez le client? Non, mais quelqu'un qui a compris ce que monsieur a dit et qui a fait chez SAN. En fait, c'est parce que moi j'ai compris, mais c'est uniquement parce que Monsieur est bon pédagogue. j'ai déjà eu une autre présentation. Non mais c'est parce que j'ai déjà suivi des présentations qui expliquaient la même chose en beaucoup plus long. Donc, Et moins bien. Ok, donc pour Moi, j'ai compris, l'enregistrement, c'est 6 personnes sur 30 qui connaissent à peu près le SAN, qui connaissent vraiment le SAN aujourd'hui. Ok. Bon, bah c'est bien, ça fait de la découverte pour les autres. Ok. Alors, du coup, on va aborder les menaces. Alors, les menaces, bon, rien de très nouveau. Hein, c'est enfin, surtout dans les catégories de menaces, on reste dans le classique. Donc, effectivement, donc, il y a les menaces de reconnaissance, déni de service, atteinte à la confidentialité et atteinte à l'intégrité. Évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout celle atteinte à la confidentialité et à l'intégrité. Je rappelle ici que je parle du SAN, hein, pas des baies. Sur les baies, on peut faire, forcément, si on a la main sur les baies, on a la main sur les données. On peut aussi, je ne vais pas l'aborder parce que ça prendrait trop de temps, utiliser les outils d'administration. On parlait tout à l'heure effectivement de l'administration du SAN. L'administration du SAN, c'est comme l'administration d'un LAN. Si la plateforme d'administration du SAN est dans une zone non sécurisée avec les mots de passe par défaut, bah on peut faire tout ce qu'on veut sur le SAN, on ne va pas protéger grand-chose. Voilà. Donc, attaque de reconnaissance. Alors, ce qu'on a vu, c'est que déjà par défaut, en fait, le SAN possède pas mal de mécanismes assez automatiques. Donc, finalement, une des premières attaques de reconnaissance, ça va être juste de brancher un serveur. Parce que souvent, enfin pas souvent, ça arrive que le zoning soit pas bien fait, que l'unmasking soit pas bien fait, parce que les gens se disent mes administrateurs gèrent, ils vont pas faire n'importe quoi, etc., etc. Et du coup, on peut se retrouver, juste en branchant une machine, à voir finalement toute la liste de toutes les targets, voire tous les lunes. Bon, j'espère que vous connaissez personne qui est dans ce cas-là, parce que sinon, il va falloir le pendre sur le hall d'accueil. Mais bon, enfin surtout, déjà, selon les OS qu'il a, il a déjà eu des problèmes de prod. Bref. Donc voilà, ce qu'on a vu, si vous avez bien suivi les mécanismes de tout à l'heure, voilà, par défaut, il aura la liste, si le zoning n'est pas bien fait, il aura beaucoup de choses. Donc, par défaut, un serveur peut lister tous ceux à quoi on lui donne accès par défaut. Il faut faire attention, dans le zoning, il existe une default zone, souvent sur les switches. Cette default zone est parfois oubliée. Le problème, c'est que si un worldwide name n'est pas présent dans le zoning, il va tomber dans la default zone. Et si la default zone est en permit, il risque de voir voir beaucoup de choses. Voilà. Donc, une autre méthode d'attaque de reconnaissance, donc c'est un truc que je n'ai pas abordé tout à l'heure, mais enfin, je vous ai parlé un peu des e-ports, des ports d'expansion de fabrique, d'interconnexion entre switches. En fait, la fabrique SAN par rapport à un LAN a pas mal de grosses différences, notamment c'est assez plug and play. C'est-à-dire, vous voulez étendre la fabrique, prenez un switch, on le plug dans la fabrique, et si la configuration n'est pas trop spécifique, il va s'intégrer à la fabrique. Et s'intégrer à la fabrique, c'est pas juste dire je vais monter mes ports, faire du spine tree ou je sais pas quoi. Non, non, il va du coup synchroniser les bases de zoning, il va synchroniser, il va récupérer les informations éventuellement du name server, enfin il va récupérer beaucoup d'informations en fait.
Du coup, c'est un autre biais pour faire une attaque de reconnaissance. Alors vous allez me dire que n'importe qui ne peut pas brancher un switch sur un data center. Bon, alors après, on peut essayer, j'imagine, d'imiter, ça doit être faisable, une trame, voilà, pour récupérer les mêmes informations. Enfin, il faut Voilà. quand même être connecté en fiber channel. Tout à fait. Pour pouvoir communiquer sur le même réseau, ça c'est la première chose. C'est ça. Au-delà de l'aspect physique du switch, il y a quand même l'attaque du réseau. Moi, ma question, elle était plutôt sur l'aspect OpenNFV, et donc tout ce qui est virtualisation maintenant de la couche réseau, que ce soit par feu ou proxy, etc. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des travaux sur les SAN qui prévoient une virtualisation justement de cette couche SAN et qui permettrait plus facilement une attaque, alors peut-être vous le dites après, qui permettrait une attaque justement parce que là on retombera dans un monde IP qui après repassera probablement en SCSI ou en chose comme ça. Alors, c'est déjà le cas en Californie. Ils refont passer du SCSI sur IP, tu sais, pour leur histoire de tremblement de terre, je sais pas quoi, et crac boum. Alors en fait, en général, avec la virtualisation, finalement, enfin, ce que je vois, c'est plutôt sur la virtualisation serveur qu'on le voit, puisque ce sont les serveurs qui accèdent en général, qui ont besoin de disques. Ce qu'on voit, c'est que ce ne sont pas les serveurs qui accèdent au SAN, en fait, ce sont les hyperviseurs qui accèdent au SAN et qui présentent ensuite des disques virtuels au serveur. Du coup, finalement, les protocoles fibre channel ne transitent pas sur la couche virtualisée, en fait. Alors, je reformule. Oui, ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez, ou vous savez, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose que je ne suis plus depuis très longtemps, s'il y a une virtualisation prévue des SAN, comme c'est le cas pour tout ce qui va être pare-feu et matériel du même type? Alors, oui, il y a déjà des virtualisations des SAN, mais pas de la manière classique, on va dire. On peut éventuellement virtualiser du SAN sur des hyperviseurs classiques, mais là on va passer en SAN IP plutôt qu'en SAN fibre channel. La virtualisation des SAN fibre channel, c'est plutôt à l'intérieur des switches SAN. Typiquement, chez Cisco, on va installer une fabrique sur un des MDS, et au sein du MDS, on peut créer 1, 2, 3, 256 vSAN, et en fait, qui vont être des copies virtuelles de chaque instance SAN, entre guillemets, avec n fois le name server, n fois le service de fourniture des adresses. Mais par contre, le hardware, il y a des spécificités matérielles qui sont difficiles. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Sans compter qu'il faudrait être complètement lossless, même sur la couche de virtualisation. Il faut noter que dans AX et dans Hyper-V, les VM doivent pouvoir faire des HBA virtuels. Oui, mais du coup, alors par contre, je ne sais pas comment ils font, s'ils font des instances virtuelles dans le... Non, c'est des HBA virtuels, c'est tout. Oui, mais du coup, elles sont portées sur la... Je ne sais pas si elles sont portées sur la HBA normale ou si... Ouais. C'est porté par le VM. Ok. Bon, alors essayons de rentrer dans une chose un peu plus intéressante. Donc, accès illégitim aux données par usurpation. Donc là, par exemple, j'ai deux serveurs. Et ici, en fait, j'ai un pirate qui s'intéresse aux données du serveur B. Mais on va dire qu'il a accès qu'au serveur A. Et donc là, ce sont les zones. Enfin, les zones, c'est-à-dire le filtrage. C'est-à-dire que tel serveur, il a accès à telle lune, et tel serveur, il a accès à telle lune. C'est ces lunes-là qui nous intéressent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? L'attaquant peut essayer de compromettre le serveur raccordé au SAN. Imaginons, je ne sais pas, que celui-là, par exemple, il est exposé à Internet, et celui-là, c'est un serveur interne. Donc, on peut compromettre le serveur raccordé à Internet, d'une manière qui dépend du serveur. Ensuite, une difficulté va être évidemment de récupérer les informations du worldwide name du serveur B pour essayer de trouver finalement quels sont les worldwide name DB, enfin de la lune, du serveur B. Alors si on arrive à avoir un accès IP au serveur intranet, venant d'Internet, normalement on ne devrait pas, mais si c'est un serveur de dev et un serveur de prod, on devrait pouvoir. Alors il y a des moyens, en WMI on peut récupérer le worldwide name si on a accès WMI sur le serveur. J'espère que non. Sinon, c'est pas normal.
Après, on peut le récupérer selon les cas par écoute au niveau d'une EHBA si on a les en soit des FSCN. Bon, enfin, il y a différentes méthodes. Après, on peut les retrouver aussi par les constructeurs. Donc, une fois qu'on a réussi par un biais ou un autre à obtenir le World Wide Name, on peut faire une tentative d'usurpation. Alors, l'usurpation, ça peut être assez simple. Soit on va polluer le name server, parce que vous avez vu, je dis que c'était déclaratif. Dans le name server, on dit voilà, tel FCID. Une fois qu'on a le FCID, on va dire au name server, je suis tel World Wide Name, tel FCID. On peut essayer d'écraser l'entrée du précédent. Et comme j'ai dit que le routage était basé sur le FCID, au final, les trams, c'est plus lui qui va les recevoir, c'est nous. Après, et donc ça permet de contourner le zoning. Autre méthode, on va dire, on peut essayer de se faire passer complètement pour le serveur. Et dans ce cas-là, on va changer notre propre World Wide Name, sachant que la majorité des drivers de cartes permettent de le faire. C'est comme si sur un PC, on faisait clic droit sur les propriétés de l'interface Ethernet et on disait mon adresse MAC, c'est ça. Là, c'est un peu pareil. On peut changer son World Wide Name et donc on peut très bien mettre le World Wide Name de la cible. Et auquel cas, on se fait passer complètement pour lui. Et dans ce cas-là, zoning ou pas zoning, on a accès. Ça dépend si c'est un zoning par port, ça marche pas. Voilà, un zoning par port, ça va pas, ça marche pas, en effet. Donc on va parler de zoning un peu plus précisément après, effectivement. Parce que j'ai fait rapide, mais effectivement, il y a plusieurs. On peut faire le zoning de plein de manières différentes. On peut le faire par port sur les switches, par World Point Name, enfin par le numéro du port de la carte, le numéro du nœud, par FCID. Enfin, selon les constructeurs, il y a plein de possibilités différentes de faire le zoning. Alors effectivement, le zoning par port, c'est le plus sécurisé dès lors qu'on a un accès, on contrôle l'accès physique au switch. Après, en exploitation, c'est pas forcément le plus pratique. Bon, on va avoir des moyens qui permettent de faire un compromis intéressant pour éviter de le faire par port, si jamais on bouge. Enfin, si jamais on veut garder complètement la main sur le LUN sans être deux à tenter d'écrire dessus, bah, il va falloir soit faire descendre celui-là, soit faire des services dessus, soit démonter le LUN à l'intérieur de la fabrique. Enfin bref, si on regarde, voilà. Ça va se voir. Bah, sauf si tu arrives à le faire cracher, on va dire tiens, bon il s'est craché. Okay. Bref. Ensuite, on peut faire aussi par interception. Bon là pareil, il faut de l'accès physique. Hein. Donc ça ne va pas trop marcher pour les. Quoi que ceci dit, faisant passer pour un technicien de maintenance, on arrive à rentrer dans les data centers. Hein. Donc, pour faire un accès par interception, alors on peut évidemment insérer. Donc là, j'ai un serveur avec sa baie. Évidemment, on peut insérer un tap ici, si jamais on a accès. Bon, le tap marchera si les flux ne sont pas chiffrés. Un certain nombre de constructeurs, enfin notamment Cisco, permet de chiffrer les flux au niveau du lien physique. Donc là, ça ne marchera pas. Sinon, on peut essayer de prendre la main sur un switch SAN. Par exemple, est-ce que la plateforme d'administration n'est pas protégée, qu'ils ont décidé de loguer par défaut. Donc là, ça va être assez facile de faire un span ou une copie. Enfin, ceci dit, de toute façon, une fois qu'on a accès, on peut changer le zoning, on peut tout faire. Bref. Et on peut rediriger le flux vers, alors soit directement sur un serveur avec une HBA, mais je ne connais pas d'outil capable d'enregistrer directement les flux. Sinon, avec un span, on peut utiliser un outil. Alors Cisco, à une époque, vendait un petit boîtier qui s'appelait le PAA, qui n'est plus en vente maintenant. Je pense qu'on va pouvoir en trouver d'occasion. Mais... Donc, qui permet de ressortir finalement les trams FC sur de l'Ethernet. Et puis ensuite, on met un Wireshark sur le poste et on capture. Voilà. Et Wireshark décode très bien ces trafics-là. Alors, déni de service. Il y a plusieurs. Alors, on ne peut pas faire. Le déni de service complet, ça ne va pas être simple. On peut faire des perturbations. Enfin, on peut perturber les switches, notamment on peut envoyer des RSCN. Bon, les RSCN, c'est un peu des trames de broadcast, entre guillemets, pour dire attention, il y a eu un changement, rescanner pour voir si les nouveaux targets ou les nouveaux équipements SCSI.
Donc ça c'est pratique. Le seul problème c'est que quand on en reçoit tout le temps, on passe son temps à scanner et on arrête de discuter. Du coup, si on commence à avoir des I/O erreurs, on va commencer à avoir des problèmes au niveau du système d'exploitation. Bon, je pense que ça va être dur de faire néanmoins des services là-dessus parce qu'il faut y aller vraiment fort. Sachant qu'un certain nombre de switches intègrent des mécanismes comme par exemple temporiser ou bufferiser les RSCN et puis les envoyer, je sais pas, toutes les 2 secondes. Sur le switch Cisco, on peut faire ça. Donc là, on ne peut pas faire un daily service avec un RSCN toutes les 2 secondes. Après, ce qu'on peut faire, évidemment, le truc simple, c'est... En plus, les RSN Oui. sont zonés. Tout à fait. Voilà. C'est les devices de la zone. Voilà. D'où l'importance de faire attention à la zone. Le plus efficace, c'est évidemment prendre le contrôle des lunes pour écraser les données. Donc là, évidemment, c'est quand même compliqué. Il faut arriver déjà à accéder à tout. Sauf que je ne sais plus si j'en ai parlé. Il y a en fait, il y a un certain nombre de baies, notamment les BEMC, qui permettent de faire de la configuration d'un certain nombre de choses de la baie à travers le SAN. Notamment, on utilise un outil qui s'appelle SIMCLI. Avec SIMCLI, vous pouvez faire... Enfin, le SIMCLI, en fait, interagit avec un lune de configuration qui est dans la baie de stockage. Ce lune de configuration, c'est globalement toute la base de données de la configuration de la baie. Enfin, peut-être pas de tout, mais en tout cas de beaucoup de choses, notamment des lunes, du lune masking et de pas mal de paramètres. Et donc, en fait, si l'accès à ce lune n'est pas sécurisé, finalement, un serveur, rien qu'en étant raccordé au SAN, peut très bien accéder à la configuration de la baie et la modifier. Donc il peut supprimer un lune, copier un lune, changer le lune masking et finalement contourner tous les mécanismes de sécurité. Et voilà. Et notamment, voilà. Finalement, le meilleur des services, ça va être de corrompre cette base de données de configuration. Je sais pas, si on la remet à 0 par exemple, on est tranquille, il n'y a plus un seul ligne accessible, donc là il n'y a plus rien qui tourne. Après, quelque chose qu'on pourrait tenter quand on a l'habitude des réseaux IP ou des réseaux Ethernet, ça va être de bombarder, tenter de provoquer une congestion. En fait, congestion sur le SAN va être très compliquée du fait des mécanismes que j'ai abordés tout à l'heure, le buffer to buffer credit, puisque en fait on va provoquer des ralentissements. Bon, éventuellement une surcharge de la baie, mais on va pas. Ça va être dur de provoquer une congestion. Il n'y aura pas de perte en tout cas. Il n'y aura pas de perte. Bon, donc on a vu rapidement les menaces et quelques moyens d'attaque. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de tous ces défauts de sécurité, on va dire? Alors, il y a la liste classique. Le premier, plus important sûrement, sécuriser l'action d'administration. Je le répète peut-être un peu beaucoup, mais on peut faire le réseau le plus sécurisé si les outils d'administration sont en clair, sont accessibles à tout le monde. Ça ne sert à rien. Donc ensuite, on va essayer de protéger les services internes, sécuriser le raccordement, contrôler les échanges, l'accès aux données, etc. Donc finalement, ce qu'on fait habituellement dans tous les cas de sécurisation. Alors, l'accès en administration, on ne va pas s'étendre trop dessus. En général, les switches SAN ont des ports d'administration Ethernet out of band. Il faut les raccorder sur un réseau de préférence out of band, protégé, filtré, accès authentifié, sécurisé. Du classique. C'est pas du SAN, c'est du stockage, mais je rappelle, attention, si la baie utilise des outils ou expose des lunes de configuration, bien faire attention à bien le sécuriser, parce que sinon on contourne toute la sécurité du SAN. Bon, après, c'est du classique, contrôle, authentification, droit d'accès fin, et tracer les événements. Ça, c'est pour savoir quand ça a planté, pourquoi ça a planté. Alors, on va rendre les choses un peu plus intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, on va interdire les World Wide Name en doublon. Par défaut, sur certains équipements les acceptent. On peut, par une commande, empêcher un World Wide Name en doublon. C'est quand même pas habituel, un World Wide Name en doublon.
Bon, éventuellement, un serveur, si on le déplace, forcément, il va momentanément avoir un autre FCID parce qu'il a changé de switch. Bon, on le sait quand on déplace un serveur, hein, c'est pas dynamique, sauf éventuellement avec des virtual HBA. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça va permettre de finalement résister un peu plus à une attaque qu'on a listée tout à l'heure. Ensuite, lorsque le constructeur le propose, utilisez les vSAN pour isoler les SAN. Là, je donne une petite illustration. Donc là, imaginons qu'on a une infrastructure SAN mutualisée entre Internet et intranet. Pour éviter que les services name server, zoning, etc. soient partagés entre tout le monde, ben, finalement, on va créer 2 vSAN. Et chaque vSAN, finalement, contient son instance de tous les services. Il contient ses zones, son name server, ses process de login, etc. De cette manière, si jamais une attaque a lieu, donc là j'ai mis SI gestion et SI bancaire, donc c'est un peu pareil. Bon. Si une attaque a lieu sur un vSAN, qu'ils arrivent, je sais pas, à modifier, à contourner le zoning ou n'importe quoi, bah, ils n'auront pas accès aux ressources qui sont dans l'autre vSAN. J'ai une question en fait. Ouais. Quel est vraiment le niveau d'étanchéité entre les deux? Parce que ça c'est une préco qu'on donne souvent, Ouais. qu'on voit souvent appliquer. Mais après moi j'ai jamais été jusqu'à auditer vraiment le firmware du SAN et voir ce qu'il y avait dedans et le niveau réel d'étanchéité. Alors, est-ce que ça marche vraiment? est-ce que ça marche vraiment? Les données, oui, enfin, sont séparées. Par contre, c'est le même process. Enfin, ça dépend des constructeurs, j'imagine. Mais c'est le même process CPU. Oui, déjà. Voilà. C'est un process identique. Mais les. Chez les autres, c'est un... Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle chez. Je ne sais pas si chez Brocade ils ont l'équivalent. C'est ça. Mais par contre, ça va pas aussi loin, je crois. C'est pas le partage voilà. du switch en fait. C'est pas au sein du switch qu'on fait le partage. Voilà. Donc si vous voyez que Cisco qui a le mécanisme qui va jusque là, par contre voilà, c'est le même process. Donc j'imagine que si on arrive à crasher le process name server, on le crache pour tout le monde. Maintenant, par contre, du coup ça doit pouvoir se rapprocher plus peut-être des VRF et des VLAN, où on partage des process mais pas des mêmes espaces de nom. Bref. Donc parler du zoning. Donc effectivement, pour faire court, je ne vais pas distinguer tous les types de zoning port. Bon, enfin, on l'a parcouru tout à l'heure. Les bonnes pratiques, effectivement, c'est un single initiator zoning, c'est-à-dire on crée une zone par couple initiateur, donc port de HBA et port de baie. De cette manière, les RSN, enfin comme les RSN sont limités à la zone, là on n'a que 2 ports dans la zone. On ne risque pas d'être pollué par un RSN d'à côté. Et puis par ailleurs, on est sûr de lister que les lunes de la target qui nous intéressent, enfin, à laquelle on a le droit. La default zone, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut interdire les communications dans la default zone. Et donc je ne sais plus si j'en parle après, mais je vérifie. Hop, non, j'en parle pas après. Donc effectivement, est-ce que j'ai rebasculé là ? Voilà. En général, le zoning, enfin, si on veut être le plus sécurisé possible, on va le faire par port. C'est pas très pratique pour l'exploitation. Sinon, on peut le faire si jamais on veut le faire par worldwide name, ce qui est plus dynamique, on pourra s'appuyer sur des mécanismes supplémentaires pour sécuriser ces accès-là. On peut le faire aussi par rapport au worldwide name. Oui, voilà. Alors donc là, effectivement, pour les environnements particulièrement sensibles, alors on peut aller jusque-là. Il vaut mieux pas que les serveurs bougent trop, par contre. Voilà. Tout à fait, c'est de la gestion. Je vous ai parlé tout à l'heure du timer pour l'envoi de RSN. En tout cas, ça existe sur les Cisco. Et si on veut répondre, entre guillemets, au déni de service par congestion, entre guillemets, on peut mettre de la COS. C'est-à-dire dire, par exemple, l'accès à mes disques de mes serveurs bancaires est plus important que le transport des flux de sauvegarde. Et dans ce cas-là, on va mettre une priorité supérieure à l'accès au disque bancaire, par exemple, plutôt que l'accès au flux de sauvegarde. Voilà. Alors,
Ensuite, on va retrouver d'autres mécanismes un peu plus propres, enfin qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on va faire sur Ethernet. Mais bon. On va fixer le mode des ports en N-port pour s'assurer que quelqu'un ne vient pas soit raccorder un switch SAN, soit se faire passer pour un switch SAN d'une manière ou d'une autre, et récupérer l'intégralité de la configuration du SAN. Donc un petit peu comme sur un switch Ethernet, on va mettre switch port mode access. Voilà, c'est un peu la même chose. Ensuite, on peut activer Fabric Binding, qui va permettre de faire ça va faire du contrôle de qui se raccorde où, entre guillemets. On va dire j'accepte tel worldwide name sur ce port-là. Voilà, c'est entre switch. Si on veut aller au niveau un peu plus général, on peut faire l'équivalent du port security, que tous ceux qui s'intéressent à Ethernet connaissent. Donc ce port security, on va verrouiller une adresse MAC sur un port. Là, on fait la même chose, mais on verrouille un worldwide name sur un port. Ça peut être un worldwide name de serveur, de baie, de switch. Voilà. Et ça va permettre de lutter contre le spoofing. Donc tout à coup, l'attaque qu'on avait vue tout à l'heure, bah là, elle n'est pas possible parce que le worldwide name, on sait qu'on l'attend sur ce port-là et pas sur l'autre port. Après, on peut aller un cran plus loin et faire l'équivalent un petit peu de 802.1x, c'est faire l'authentification. Donc le HBA intègre son login qui est son worldwide name, un mot de passe. Elle va s'authentifier auprès du switch qui a soit une base locale, soit un radius, et qui va permettre d'authentifier le serveur. Donc là, c'est pareil, ça permet de lutter contre l'usurpation. C'est beaucoup en place, ça, dans ce que vous avez vu, ou l'authentification? Alors en fait, en général, le seul que je vois en place, c'est celui-là. Voilà, Fabric Binding, j'ai jamais vu, port security non plus, ni l'authentification. Parce que la fixation des port mode, c'est surtout parce que si on la fixe pas, c'est tout le bordel. Donc c'est plutôt un problème de prod qu'un problème de sécurité. Ben oui, mais en fait tout est là. Parce qu'effectivement, les administrateurs du SAN, ils ne pensent pas, ils se pensent complètement protégés finalement des attaques. C'est un réseau dédié et indépendant qui cause IP. Donc. Exactement. Et donc du coup, ils ne pensent la seule chose qui les importe finalement, c'est la stabilité, la prod. Il faut que ça fonctionne. La sécurité, comment ? Et l'exploitabilité. Donc tous les mécanismes qui leur ajoutent du boulot et qui ne servent pas à garantir la stabilité, effectivement. Si vous êtes en fabrique mixte avec FIPON, le fabric binding et le port sécurité est obligé. Bon, du coup, tant mieux. Mais pour le coup, dans la plupart, sur les SAN que moi j'ai vues, effectivement, ces mécanismes n'étaient pas utilisés, quoi. Malheureusement. C'est pour ça que c'est un peu dommage. Il y a beaucoup d'outils de sécurisation, mais ils ne sont pas utilisés. Donc juste un petit point ensuite. Donc là, on passe au contrôle d'accès aux lunes. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc le lune masking. Le lune masking peut être implémenté sur le client. Bon, heureusement, c'est jamais fait puisque c'est pas de la sécurité, implémenter le lune masking sur le client. C'est comme si on protégeait le SI en mettant un firewall sur le poste client. Voilà, ça n'a jamais protégé grand-chose. En général, c'est quand même plutôt implémenté sur la baie de stockage. Ça peut également être implémenté au niveau du SAN directement. Bon là, dans ce cas-là, on parle plutôt de lune zoning. C'est tel port worldwide name et en plus telle lune. En général, c'est pas fait, tout simplement pour des raisons organisationnelles, puisqu'il y a les exploitants du SAN et les exploitants des baies. Ils se parlent déjà pas beaucoup. Alors si en plus il fallait qu'ils se mettent d'accord pour les droits d'accès au disque, ce serait compliqué. Un peu comme dans le domaine du réseau et des gens des serveurs. Donc ça quand même, on le retrouve assez souvent, c'est fait de manière assez propre, le lune masking. Mais de la même manière, si la plateforme d'administration qui permet de gérer le lune masking, ou bien via Simcli d'ailleurs, si c'est ouvert, le lune masking il n'aura pas servi longtemps. Voilà, donc c'est là, je dis effectivement, lorsqu'il y a un lune de configuration qui permet de configurer le lune masking, il faut protéger ce lune. Alors, pour la confidentialité des données, parce qu'on a vu l'accès, donc confidentialité des données, il n'y a que le chiffrement. Alors, on peut chiffrer les flux en transit. Alors, en SAN, on chiffre souvent quand on transporte les flux sur IP. Par exemple, FCIP est capable de s'appuyer sur de l'IPsec. Bon, ça, c'est utilisé plutôt pour l'interconnexion de SAN à travers un WAN. Voilà. FCSP prévoit le chiffrement des ports
depuis 2007, mais on le voit, enfin j'ai jamais vu mis en œuvre. Après j'imagine que dans certains périmètres ça doit arriver. Mais ça couvre que de point à point en fait. Le long du câble quoi en gros. Après on peut chiffrer sur les disques. Et là, on peut chiffrer à différents endroits. Hein. On peut faire chiffrer par l'OS du serveur, la HBA, le disque, la baie. Bon, donc après, plus on est près du serveur, plus on chiffre, plus la couverture du chiffrement est bonne. Et lorsqu'on est dans la baie, on ne protège que, ou sur le disque, on ne protège que contre le vol physique du disque. Là, voilà, la seule solution qui couvre de bout en bout, ça va être le chiffrement par l'application. Après, ça dépend de quel risque vous voulez vous prémunir. Si je suis à côté, ça ne marche pas. Bon, ça, je ne vais pas m'étendre. Hein. Dans toute sécurisation, on surveille les événements. On journalise, on collecte les journaux et on utilise des règles d'analyse automatique. Bon, là, c'est du classique. Hein. C'est pas parce qu'on a mis de la sécurité, si on ne regarde jamais les logs, on ne saura pas s'il se passe quelque chose et si on a quelque chose à faire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je vais vous parler un petit peu de la convergence LAN-SAN. Sauf si vous avez des questions ou non. Bon, allez. Bon, donc là, je vais faire un petit extrait. On ne peut pas tout faire sur la convergence LAN-SAN parce que c'est long. Je vais vous parler des principaux. On va dire. Alors, convergence LAN-SAN, c'est quoi? Finalement, c'est transporter du stockage sur le réseau LAN. Ça peut se faire de plein de manières différentes. Soit on prend le fibre channel, on le transporte sur Ethernet. Ou d'ailleurs, on peut prendre, pas obligé de faire du fibre channel, on peut faire de l'ATA over Ethernet, protocole confidentiel de niche. Sinon, on les transporte sur IP, iSCSI. Voilà, ça fait très très longtemps qu'on fait du stockage par-dessus IP en iSCSI. Sinon, après, on peut basculer dans un fonctionnement plutôt en mode NAS, comme en utilisant NFS ou SMB. D'ailleurs, c'est un peu la tendance actuellement, en fait, avec on parlait de virtualisation du SAN tout à l'heure. On voit de plus en plus de systèmes avec des clusters de SX ou d'Hyper-V qui vont s'appuyer sur c'est la nouvelle technologie, là, les Virtual Storage Appliances, qui en général sont accédés en iSCSI pour être en bloc, ou en NFS pour être en mode fichier. Voilà. Du coup, à mon avis, la convergence LAN-SAN, elle ne passera pas par FCOE ou AOE, elle va passer sur de l'IP, ou sur du NAS directement. Enfin, parce que iSCSI, si. Bref. S'il y a des gens qui pensaient que FCOE, ça allait être le futur, c'est raté. Donc, alors, l'avantage finalement de la convergence LAN-SAN, c'est qu'on peut bénéficier de tous les mécanismes de sécurité qui existent déjà dans les LAN. Les LAN ont mis longtemps à se sécuriser, mais maintenant ils ont une belle panoplie. On peut faire du VLAN, on peut faire des ACL, on peut faire du 102.1x, on peut faire de la RP Inspection, Hyper Source Guard. Voilà, on peut mettre. Ceci dit, c'est un peu pareil que les SAN. La plupart des choses ne sont pas implémentées. Et bon. Alors, il faut savoir que si on veut faire du FCOE, bonne nouvelle, FCOE, ils ont vraiment pensé à tout. Et donc, il y a quand même pas mal de choses de sécurité. On va le voir un peu plus après. Alors que ATA over Ethernet, par exemple, c'est vraiment un petit protocole orienté performance et il n'y a aucune sécurité, en fait. Mais c'est vraiment un truc de marché de niche. Il doit y avoir un constructeur qui l'implémente. Et puis, sinon, ça va être en libre. Bref, un petit schéma qui permet de repositionner tous ces protocoles. Je vois qu'il y en a qui apparaissent en noir, sur fond noir. Donc là, c'est fibre channel, en fait. Donc c'est FC. Ici aussi. Donc là, on a deux îlots SAN FC avec des BFC purs. Voilà. J'ai mis deux îlots pour pouvoir illustrer en fait un tunnel de raccordement entre les deux SAN FC sur du FCIP, IFCP. Voilà. iSCSI, c'est plutôt pour de l'accès. Donc voilà, on a des serveurs en IP qui font du iSCSI pour accéder au SAN FC et ensuite à des BFC, ou bien en direct à un NAS. On va retrouver ici un serveur raccordé en Ethernet avec une CNA, donc une Converged Network Adapter,
pour accéder soit en FCOE natif à une baie, soit éventuellement en AO s'il a une carte Ethernet plus classique, soit accéder à un SAN FC via une passerelle qu'on appelle un FC Forwarder. Donc là, vous avez un petit peu la picture de tous les protocoles. Et en fait, tout c'est fait pour que tout le monde puisse, enfin à part AOE, tout le monde puisse un peu discuter entre eux. Alors, je vais faire un petit zoom sur FCOE. Bon, vous allez être bombardé un peu d'acronymes là. Je suis désolé, mais bon. Donc FCOE, c'est quoi? On prend FC, on le met dans Ethernet. Mais quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que du coup, il faut des cartes spéciales qu'on appelle des CNA, en fait, qui sont des cartes 10 Giga Ethernet qui vont exposer à l'OS une carte virtuelle Ethernet et une carte virtuelle, enfin une HBA virtuelle. Évidemment, si on veut, vu que les trams FC c'est 2K, si on veut pouvoir transporter du FC sur Ethernet, il faut activer les jumbo frames sur votre LAN. Sinon, ça ne passera pas. Et ensuite, si vous voulez bénéficier de tout ce qui est lossless, etc., il faut une fabrique Ethernet, c'est-à-dire des switches qui comprennent des CBX et qui vont être capables de réagir, enfin de négocier les classes de service pour le transport des trams SAN, gérer les pauses par classe de service pour assurer que le LAN est capable de fournir du lossless. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Nous là on parle de sécurité, qu'est-ce qui nous intéresse là? En fait, en FC natif, il y a un truc qui était simple, c'est qu'un lien, c'est une fibre directe point à point FC. Là, il se trouve qu'on fait des liens virtuels finalement en FCOE. On va raccorder des inodes au FC Forwarder. Sur le schéma, vous aviez le serveur avec sa carte FCOE, puis au bout du LAN, il y avait un FC Forwarder. Ça veut dire qu'entre les deux, on a un nuage Ethernet. Un nuage Ethernet, ça va donner finalement des opportunités d'attaque qu'on n'avait pas avant dans un réseau FC. On va voir après, typiquement, je sais pas, broadcast, les attaques, interception, etc. Il faut savoir que la norme a mis du temps à sortir, mais enfin la norme, le standard en tout cas, FCBB6 ou 5 pour l'instant, le 5 couvre FCOE, et du coup il y a pas mal de mécanismes qui sont disponibles pour réduire, voire supprimer complètement en fait les opportunités d'attaque. Alors ça fait des choses qui ne sont pas simples, mais heureusement c'est assez plug and play. Voilà, juste une petite explication du fonctionnement en FCOE. Donc ici, on a la partie SAN FC là-haut. Ça, c'est un switch en fait qui fait les deux, qui fait SAN LAN SAN. Donc il intègre le FC Forwarder. Ici, on a un serveur avec sa carte CNA qui est raccordé sur un switch pour le coup qui est DCBX, donc qui est compatible, ça tombe bien. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, en fait, on a un protocole supplémentaire par rapport au FC classique, donc on a tout ce qui est FIP. Le serveur va s'enregistrer auprès du FCF et va établir la connexion. Et ensuite, une fois qu'il est connecté, il est comme s'il était raccordé finalement sur un FC fibre classique. Donc on va retrouver une couche supplémentaire qui va être tout autour du FCF. Voilà, Fibre Channel Initialization Protocol. Donc, voilà, là on se retrouve, parce que là j'ai mis un switch, mais on peut avoir 10, on peut avoir 10 switches. Quoi. Donc comment on va arriver à sécuriser ce lien logique, qui est assez important? Eh bien, je ne vais pas tout lire. FCBB5 prévoit beaucoup de choses, et notamment, il y a des choses intéressantes, c'est que en fait, il prévoit des filtrages MAC en fait. C'est-à-dire que tous les switches qui comprennent, soit qui font du FIP snooping, soit qui participent au FCOE, vont monter dynamiquement des ACL MAC entre le client et le FCF. Donc à partir de ce moment-là, en fait, avec cette telle adresse MAC, enfin en tout cas, une autre machine ne pourra pas communiquer avec ce client. Elle sera filtrée en hardware par les switches. Mais ce ne sont que des recommandations. Comme toujours, dans les normes ou les standards, il y a les must et les should. Voilà. Mais c'est plutôt, en tout cas sur les constructeurs principaux, c'est quand même appliqué. Et du coup, oui, l'intérêt c'est que l'apprentissage est automatique, transparent, c'est plug and play. Alors, le mécanisme de sécurité est complexe, mais il est dynamique.
Oups, non, c'est bon? Ouais. Du coup, bah voilà, donc c'est ce que je dis, effectivement, c'est automatique, c'est dynamique. Bon, par contre, attention, effectivement, si on traverse, comment dire, un équipement qui est Edge ou FCF, lui, dynamiquement, il va participer aux échanges, donc il vire les flux. Tous les switches intermédiaires, il va falloir qu'ils implémentent du FIP snooping. Parce qu'eux, ils vont se mettre en écoute des échanges FIP pour savoir qui doit causer avec qui a le droit de causer avec qui. Donc ça veut dire que si jamais on intègre au milieu des switches qui ne sont pas FCO aware, du coup, on brise finalement la sécurité apportée par ces mécanismes. Donc ne pas insérer de brèche. Bon, en général, on ne met pas des tonnes de switch. Hein. On a un seul switch, voire deux, pour aller jusqu'au SAN FC. D'ailleurs, le constructeur, enfin Cisco, je ne sais même plus s'il supporte du multi-hop maintenant, mais pendant longtemps, il ne supportait pas le multi-hop. Ça permet de vendre plus de licences SAN, accessoirement. FCOE, en FC pur, on a la non-congestion qui est assurée par les buffers crédits. Ouais. Buffer to buffer crédit. En FCOE, il n'y a plus de buffer to buffer crédit. Comment vous Non, assurez c'est le, la non-congestion? voilà, c'est le DCB, en fait, Data Center Bridging. Donc il faut que tous les équipements soient compatibles et ils vont négocier ça. Et en fait, au lieu de se faire par buffer to buffer crédit, ça va se faire par pause sur la classe de service. En fait, sur Ethernet, on peut avoir 8 classes de service, donc de 0 à 7. En général, le FCOE est en classe 3. Et avec DCB, on a intégré la possibilité dans Ethernet d'avoir une pause spécifique par classe. C'est-à-dire que s'il y a une congestion, par exemple sur le LAN FC, le FCF, il va être capable de renvoyer un pause sur la classe 3 de proche en proche jusqu'à la source. Et donc typiquement dire, ça va arriver jusqu'à la CNA pour dire au serveur, du calme, c'est plein. Oui, de proche en proche. Exactement. Ils ont dû faire évoluer la norme Ethernet, puisqu'à l'origine, la norme Ethernet, c'était un pause global. Voilà. Et du coup, on a arrêté tout. Oui, oui. J'ai presque fini. Bon, je vais. Comme il reste que 5 minutes, je vais essayer d'aller un peu plus vite. De toute façon, là, iSCSI, je vais juste en parler très rapidement. iSCSI existe depuis des années. C'est transporté sur TCP, donc ça gère la perte, puisque ça retransmet. Ça reste utilisé maintenant sur les NAS pour des besoins de grosse performance en mettant le débit qui va bien. Voilà. Sur les gros réseaux, la perte, ça va être rare, on a du débit, ça marche pas mal. Pas de prérequis, on peut faire ça, on peut faire du iSCSI à travers la planète. Hein. Il ne faut pas s'attendre à des perfs miraculeuses. Dans iSCSI, le serveur de nom, enfin il y a un name server aussi, mais il est sorti. Bon, en général, c'est un serveur quelconque, quoi. Enfin, c'est intégré par exemple dans Windows. Dans le Windows Server, le serveur ISNS existe comme rôle et qui fait un peu l'équivalent du name server et du zoning, c'est-à-dire qu'il va contenir la liste des nœuds iSCSI et il va contenir des discovery domains qui sont l'équivalent des zones, grosso modo. Voilà. On utilise des Worldwide UI, SARS UI, qui ont un nom un petit peu bizarre. Enfin, ou alors on peut utiliser le UI 64. Personnellement, je préfère ces noms-là. Voilà, bon, les deux normes de nommage existent. C'est l'équivalent un peu du Worldwide Name. Hein. On lui indique un serveur ISNS. Enfin, dans le client iSCSI, on va indiquer le serveur ISNS. Il va interroger le serveur ISNS pour connaître tous les targets de son discovery domain. Et ensuite, il va aller faire comme SCSI classique. Il va aller scanner les lunes. Il faut savoir qu'iSCSI intègre pas mal de mécanismes de sécurité. Donc authentification, Kerberos, ceux-là je ne les connais pas. CHAP, qui est le plus courant, qui est proposé d'ailleurs, qui est supporté par l'initiateur Microsoft. On peut faire un contrôle d'accès au niveau LUN de la même manière que sur les autres, hein, en faisant du LUN masking sur la baie. Ou d'ailleurs même au niveau du serveur. Pas de chiffrement natif, mais on peut utiliser les couches IPsec disponibles sur les OS. Juste
une slide sur les NAS. Je n'ai pas le temps de faire plus. Les NAS, c'est un serveur de fichiers. Il ne faut pas chercher plus loin. Même si certains supportent du mode bloc, en général, ils ne supportent que du mode fichier, donc SMB ou NFS. Si vous voulez faire du NAS pour accéder à vos fichiers et que vous avez besoin de sécurité, vous pouvez oublier NFS v3. La sécurité de NFS v3, c'est juste une blague. NFS v4 est plus sécurisé, par contre, c'est forcément plus compliqué en exploitation. SMB, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avancées avec les dernières versions de SMB qui supportent le chiffrement, vraiment pas mal de choses au niveau sécurité. Et la tendance que moi je vois, c'est plutôt se tourner vers des NAS ou voir du SCSI en remplacement du SAN lorsqu'on souhaite remplacer le SAN. Parce que le SAN, je pense qu'on l'a chez nous pour encore de quelques années. De nombreuses années. Et voilà. C'était tout. Quelques liens utiles. Pour ceux qui veulent lire tous les standards.